les fameux cadrans du regard. Avez-vous déjà entendu la phrase « tout se passe dans le regard » ? Eh bien non, justement, parce que le langage corporel, c'est un langage qui est dynamique et entier. Donc, si on pouvait tout deviner à partir du regard, ce serait un peu nul d'enseigner la synergologie. Ceci dit, il y a tout de même des grosses choses à aller chercher là. Déjà, en partant, il faut se conscientiser que le regard ne se pose pas toujours sur des objets. Ce n'est pas toujours pour prendre conscience de l'environnement. Donc, la fonction anatomique du regard est, en ce sens, pour le synergologue ou pour celui qui se forme au langage corporel, inintéressante. Ce qui nous intéresse, par contre, c'est que dans l'interaction, les yeux se promènent partout, spécialement dans le vide. Et c'est justement ces regards-là qui nous intéressent. Si vous voulez faire un petit exercice pour vous en convaincre, vous pouvez, je vous invite dès maintenant à mettre ça sur pause, à aller sur, ouvrez-vous une fenêtre Google ou regardez la télé, trouvez-vous une entrevue, n'importe laquelle, puis regardez lorsqu'un invité répond, l'interviewé. Vous allez voir le nombre de regards qui s'en vont partout. La personne regarde dans le vide sans bon sens. Coupez le son si vous voulez mieux le voir, parce que ça vous coupe d'une source d'information auditive. Vous n'avez à ce moment-là que le visuel qui entre. C'est plus facile de repérer. Donc, mettez ça sur pause si vous voulez. Allez, ouvrez-vous une fenêtre Google, allez voir une entrevue, tapez entrevue, machin truc, on s'en fout. Coupez le son, regardez ça et revenez voir la suite. Ceci dit, maintenant que vous avez pris conscience un peu à quel point les regards se promènent partout et vous avez évidemment envie de savoir ce qu'ils veulent dire, parce qu'il y en a beaucoup, je vais vous faire un mini topo des raisons pour lesquelles un regard peut se promener, qui explique les raisons pour lesquelles quelqu'un peut regarder en quelque part sans que ce soit pour regarder un objet. Ce que je vais faire là, c'est une map, un genre de map, une simulation de map qu'on apprend lorsqu'on est synergologue. Tentez pas ça à la maison parce que je suis pas un artiste né. Donc, c'est comme si on avait ça ici. Ça, c'est les cadrans du regard. En gros, ça, c'est tous des concepts différents. Chaque bulle est un concept différent qui peut expliquer pourquoi le regard se pose dans le vide comme ça. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est uniquement l'équivalent de ces quatre-là. Pourquoi je choisis ces quatre-là? Bien, premièrement, on ne peut pas tous les faire parce que vous comprenez que c'est une formation de 3 ans, puis ce seul module-là dure des semaines. Pourquoi j'ai choisi ceux-là? Parce que c'est ceux qui expliquent le plus souvent pourquoi les yeux se promènent dans le vide comme ça. Je vous dirais que grosso modo, comme ça, là, lorsque vous avez saisi ça, vous êtes capable d'expliquer environ 80% des regards comme ça, des regards un peu inutiles, mais qui sont pas du tout inutiles. Donc, ceci dit, je commencerai par expliquer la première dimension, parce qu'en fait, je juxtapose 2 dimensions ensemble qui vont cohabiter. La première dimension, c'est celle qui est reliée au passé et au futur. Donc, lorsque je regarde à gauche et à droite. Lorsque je regarde à gauche, c'est relié au passé. Lorsque je regarde à droite, c'est relié au futur. Pourquoi? C'est super simple, parce que c'est relié à l'apprentissage de notre écriture culturelle. C'est-à-dire que nous, ici, en Amérique, on apprend à lire et écrire de gauche à droite. Donc, lorsque je construis une histoire, soit que je la relate, soit que j'y pense, tout simplement. Le passé, les choses qui se sont déjà passées se retrouvent à gauche. Et lorsqu'on se construit dans le temps comme ça, encore une fois, que ce soit verbalisé ou pas, ça s'en va vers la droite. Donc, ça fait vraiment... C'est un peu comme si j'écrivais sur un tableau mon histoire. Fait super intéressant. D'ailleurs, il y a des études en psychologie qui démontrent que les enfants en très bas âge, lorsqu'on leur demande d'écrire une lettre au Père Noël et qu'ils ne savent pas écrire encore, ils vont écrire comme ça, à 100% du temps, ici, là, en Amérique, au Québec. Ce qui prouve qu'ils ne savent même pas encore écrire et ils comprennent déjà que ça commence à gauche et ça s'en va vers la droite. Est-ce que c'est parce qu'ils ont vu d'autres personnes faire ça, ils ont vu leurs parents leur lire des histoires? J'en ai aucune idée et ce n'est pas le mandat de la synergologie d'expliquer le pourquoi du comment.
Nous, on observe, on analyse, on crée des théories qui fonctionnent et elles sont surclassées jusqu'à temps qu'elles s'approchent le plus possible de la vérité. Et ça fonctionne étonnamment bien, le passé-futur. Donc, ceci, on n'oublie pas la notion de inversé. Donc, lorsque mon client regarde à gauche, c'est que c'est le passé. Et à droite, le futur. Ce qui nous amène à la deuxième dimension, la dimension qui est de haut en bas. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde en haut, c'est typique de la cognition. Donc, c'est un exercice cognitif. Je cherche des faits, des nombres, des quantités, des choses spécifiques qui ne m'atteignent pas émotionnellement. Et à l'inverse, lorsque je regarde vers le bas, c'est le domaine des émotions. Donc, ce qui nous donne les regards cognitifs vers le haut et les regards émotionnels vers le bas. Là où ça devient vraiment très intéressant, c'est que lorsqu'on a compris que ça, c'est les deux dimensions qui fit ensemble, qui cohabitent, c'est que là, on peut commencer à conjuguer ces deux dimensions-là dans un même temps, simultanément. Ce qui nous donne, lorsque la personne regarde en haut à sa gauche, ça donne des faits qui sont cognitifs et passés. Donc, la personne va aller chercher des informations qui sont déjà passées. Je vais faire une petite flèche. On va seulement marquer les initiales, cognitifs, passés. Maintenant, lorsqu'on va de l'autre côté, lorsque la personne regarde en haut à sa droite, c'est qu'elle est dans le futur, des choses qui ne sont pas arrivées, ou la construction de quelque chose, d'un événement qui n'est pas encore arrivé, on se fait des scénarios, whatever. Ça se trouve à droite, donc le cognitif, encore des faits en haut, mais c'est futur. Donc, futur cognitif. Laissez-moi reprendre ça, parce qu'on dit toujours cette dimension-là en premier, puis si on se parle un jour, vous allez l'avoir inculqué comme ça. Ensuite, on a, lorsqu'on regarde en bas à droite, c'est le futur émotionnel. Et lorsqu'on regarde en bas à gauche, ou votre client regarde en bas à gauche, c'est le passé émotionnel. Bon, c'est un peu alambiqué comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit plus rarement des personnes regarder de façon très, très, très franche, en haut directement ou en bas directement, à gauche directement ou à droite directement, parce que les notions sont toujours un peu investies de quelque chose d'autre. C'est-à-dire que c'est bien beau penser au passé, mais il faut que ce soit un peu soit émotionnel, soit cognitif. Donc, je me retrouve dans des cadrans. C'est pour ça qu'on appelle ça les cadrans du regard, qui nous donnent vraiment ces cadrans-là. Tu sais, en fait, là, ce qui est vraiment important, c'est ça. Mais il faut comprendre d'abord les dimensions avant d'en arriver là. Puis là, je ne suis pas en train de vous dire que ça n'arrive jamais que quelqu'un regarde en haut directement ou en bas directement ou à droite ou à gauche. C'est que ça arrive vraiment plus souvent qu'on est dans un cadran. Ceci dit, avant de vous expliquer à quoi ça sert de savoir tout ça, je dirais qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. C'est que quand je regarde en quelque part, quand les yeux se promènent dans le vide, là, je ne vais pas regarder directement à droite comme si j'étais un robot comme ça. Je vais regarder, tu sais, il faut comprendre qu'il y a un aspect de 3 dimensions, c'est-à-dire que je peux regarder à partir de là jusqu'à vous, ça me donne le futur, donc qui est à droite. Donc je peux regarder là, 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 c'est quand même le futur. Maintenant, la même chose se passe quand c'est à l'intérieur d'un cadran. Si je regarde dans mon cadran futur cognitif, donc en haut à droite, je ne suis pas obligé de regarder en 45 degrés. Là. Je peux regarder n'importe où là-dedans, entre ces deux-là, qui va me donner le futur cognitif. Donc un fait qui n'est pas encore arrivé, mais qui est très factuel. Maintenant, lorsqu'on ajoute le fait que je peux regarder n'importe où là-dedans pour être dans un cadran, et l'aspect de 3 dimensions, ça veut dire que je peux me promener partout là-dedans qui va me donner le futur cognitif. Donc ça, c'est à force de regarder, mais vous allez voir, c'est pas si long avant de saisir, si on veut, ou quelqu'un regarde avec quel cadran il utilise sa logique cérébrale, si vous voulez. Ceci dit, il faut mentionner aussi que les animaux, en passant, ne font pas de trucs de cadran comme ça. Un animal ne regarde pas dans le vide.
Un animal va regarder son environnement pour savoir s'il y a quelque chose d'intéressant. Un chien, par exemple, là, il va regarder des trucs pour sa survie, il va regarder s'il y a quelqu'un qui bouge, il va voir un oiseau passer, mais votre chien, quand vous allez y parler ou il va chigner un peu à côté de vous, il ne va pas se mettre à regarder comme ça en interaction un peu partout, ça n'a aucun rapport. Sauf dans les trucs de map que je vous ai montré au début, il y a un concept qui dit que ça peut être de l'évitement, c'est-à-dire que si vous vous mettez à fixer votre chien, bien, il va détourner le regard puis il va s'en aller en quelque part. C'est une façon d'expliquer un cadran du regard. On n'embarquera pas là-dedans. Tout ce qu'on voulait dire, c'est que les animaux ne font pas de trucs de yeux comme ça, comme les humains. Donc, c'est typique de la pensée, si vous voulez, de la réflexion. Ensuite, je terminerai en vous disant bon, mais c'est bien le fun, ça, Manu, les cadrans du regard. Wow, j'en ai appris. À quoi ça me sert, ça, maintenant? À rien, jusqu'à temps qu'il y ait un enjeu. Vous vous rappelez, on a parlé des chevreuils, mais les cadrans du regard, on ne va pas se mettre à les analyser un par un, parce que même si vous regardez ma capsule que vous êtes en train d'écouter en ce moment, vous allez vous rendre compte que j'ai peut-être regardé à 200 places. T'sais, on ne va pas se mettre à faire une analyse, une liste d'épicerie comme ça pour savoir tout partout où j'ai regardé si ça mène à rien. C'est lorsqu'il y a un enjeu et que ça se transforme en chevreuil que c'est bizarre. Je vous donne un exemple. Vous avez une cliente qui s'appelle Marie-Josée, vous lui avez fait un plan alimentaire, vous faites un suivi avec, puis là, vous la rencontrez, vous lui demandez comment ça s'est passé le dernier mois, sa diète, son plan alimentaire. Elle vous répond que ça va bien, il y a quelque chose qui vous accroche un peu, vous n'êtes pas sûr que ça a si bien été parce que les résultats avec la dipomètre et compagnie, ça ne fit pas avec quelqu'un que ça a bien été sa diète. Donc, vous reposez d'autres questions, ça vous met sur une piste d'exploration. Vous demandez à Marie-Josée, parfait, qu'est-ce que tu as mangé hier soir? Puis là, elle vous répond, j'ai mangé du saumon puis des patates douces avec des brocolis. Là, vous comprenez qu'elle était dans son cadran futur cognitif, elle était dans quelque chose qui n'est pas arrivé, elle était dans l'invention, la création d'une histoire. Ça vous donne un méchant chevreuil. Est-ce qu'on peut dire que Marie-Josée ment hors de tout doute? Absolument pas. Même les synergologues, avec tout le bagage qu'on a, on ne peut pas dire ça. C'est totalement immoral. Et puis, il y a toujours une mini-place à l'erreur aussi, qu'il faut se dire. Donc là, évidemment, vous n'êtes pas encore formé. C'est le fun, ça, ce truc-là. Mais vous ne pouvez pas dire que quelqu'un ment. Sauf que ça vous allume un feu, là. C'est un chevreuil. Donc, avec le questionnement, ça se peut qu'avec une mise en confiance et un questionnement à droit, vous vous rendez compte que finalement, Marie-Josée, ça n'a pas super bien été, sa diète, elle l'a trouvé trop dure, ou etc. X raisons que vous connaissez dans vos bureaux. Il y en a mille et une. C'est pardonnable, c'est pas grave, mais il faut que vous le sachiez. Bien, ça peut servir à ça, un cadran du regard, à se transformer en chevreuil et à mieux adapter votre intervention avec Marie-Josée ou n'importe qui d'autre. Ceci dit, on va passer maintenant au fameux croisement de bras et croisement de jambes.